Par une matinée brumeuse de septembre 1851, dans les montagnes sauvages du nord de l'État de New York, trois chasseurs partis suivre les traces d'un cerf massif découvrirent quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, une scène qui allait les hanter jusqu'à la fin de leur jour, et qui, lorsqu'elle fut racontée plus tard dans les tavernes enfumées et les réunions officielles, ne manqua jamais de provoquer un silence lourd, suivi de regards inquiets. Car au cœur d'une vallée isolée, protégée par des forêts si denses que la lumière y pénétrait à peine, se dressait une cabane grossièrement construite mais étrangement camouflée, comme si elle avait été façonnée pour disparaître dans le paysage. Et de l'intérieur de cette cabane s'élevait une voix d'enfant, haute, pressante, mais si différente de tout langage connu qu'elle fit reculer les hommes d'un pas, car ce qu'ils entendaient n'était pas un dialecte oublié ni un mélange d'accents, mais une suite de sons inhumains, ponctués de claquements de langue et de grognements rythmés, qui donnaient l'impression que l'enfant communiquait avec une logique étrangère à toute civilisation. Et quand le plus courageux des trois osa pousser la porte, la scène qui s'offrit à lui glaça le sang de ses compagnons. Au centre de la pièce, sur un sol recouvert d'ossements disposés en motifs géométriques, se tenait un garçon d'à peine 12 ans, maigre au point que ses côtes saillaient sous une peau couverte de cicatrices, vêtu de peaux d'animaux ornés de symboles gravés à même la chair. Et ses yeux brillants reflétaient un mélange d'intelligence et de sauvagerie qui ne pouvait être feint. Il parlait sans cesse, s'adressant à eux comme s'il comprenait, pointant tour à tour les murs de la cabane entièrement recouverts de signes tracés au sang, le plafond marqué de spirales et de figures humaines déformées, et le foyer où brûlait une flamme pâle dont la fumée emplissait l'air d'une odeur insoutenable de chair rance. Et plus les hommes observaient, plus ils comprenaient que cet endroit n'était pas simplement une maison abandonnée, mais un sanctuaire de folie, car parmi les objets posés autour du garçon se trouvaient des instruments grossiers faits d'os humains, des fragments de journaux reliés à la main et couverts d'une écriture élégante, et des petits totems sculptés représentant des scènes qu'impossible à décrire sans trembler. La chasse, le sacrifice, la consommation des corps. Et lorsque le docteur Schuyler, l'un des chasseurs, tenta de s'approcher en parlant doucement, l'enfant réagit par un flot de sons rapides, organisés, structurés, comme s'il existait une grammaire cachée derrière ces bruits animaux. Et l'aurore ne fit que croître lorsqu'ils découvrirent, sous un tas de fourrures, d'autres cahiers où un certain Ezra Harwick, le père supposé de l'enfant, décrivait une philosophie étrange, la conviction que la langue des hommes était corrompue, qu'il fallait inventer un idiome pur pour libérer l'esprit de la fausse morale et des illusions de la civilisation, et que par cette langue nouvelle, ces enfants deviendraient des êtres affranchis des lois humaines, capables d'accomplir ce qu'il appelait l'œuvre de purification. Et plus les chasseurs visaient à la lueur du feu, plus un frisson parcourait leurs épidermes, car il était écrit noir sur blanc que cette transformation passait par l'isolement, la faim, le rituel et des pratiques qu'aucun esprit chrétien n'aurait pu tolérer. Et l'enfant que le journal nommait Benjamin semblait en être le produit vivant, un garçon façonné pour penser autrement, pour voir dans l'horreur un devoir sacré et dans le sang un langage de vérité. Ce qui fit comprendre aux chasseurs qu'ils n'avaient pas affaire à un simple sauvageant perdu dans la forêt, mais au survivant d'une expérience menée avec une rigueur et une folie calculées. Et lorsqu'ils l'emmenèrent de force hors de la cabane, Benjamin hurla dans sa langue incompréhensible, répétant les mêmes sons comme s'il voulait les avertir d'un danger invisible, pointant sans cesse la cabane, frappant sa poitrine et montrant le ciel. Et cette nuit-là, dans le campement de fortune qu'ils montèrent à l'écart, l'enfant refusa de dormir, se tenant accroupi près du feu, ses yeux fixés sur l'obscurité, murmurant inlassablement dans ce langage interdit, comme si quelque chose ou quelqu'un allaient venir réclamer ce qu'ils avaient osé arracher à la forêt. Et les trois hommes, malgré leurs fusils chargés et leur courage de pionniers, ne purent fermer l'œil. Car chacun avait la certitude que la véritable horreur n'était pas derrière eux dans la cabane abandonnée, mais devant, tapis dans les ténèbres de la vallée, prêt à se révéler lorsque le garçon déciderait enfin de traduire ses mots dans une langue qu'il comprendrait. Lorsque les autorités locales furent informées de la découverte, l'histoire du jeune Benjamin Harwick commença à se propager comme une rumeur fiévreuse, d'abord dans les tavernes des bourgs voisins, puis dans les registres officiels, où son nom fut inscrit sous un simple mot qui glaçait le sang, incident restreint,
Et pour comprendre comment un enfant avait pu se transformer en créature à la fois humaine et inhumaine, il fallut remonter aux origines de la famille Harwick. Car tout commença bien des années auparavant, au cœur de l'hiver 1836, lorsque Ezra Harwick et sa femme Sarah quittèrent le Vermont avec l'idée folle de se retirer du monde moderne qui, selon eux, corrompait l'âme et détruisait l'authenticité de l'existence. Et déjà à cette époque, Ezra se distinguait par ses contradictions. Instituteur cultivé, mais animé d'une méfiance viscérale envers la société industrielle naissante, convaincu que le commerce, la politique et même la religion ne faisaient qu'empoisonner l'esprit des hommes. Et Sarah, fille d'un marchand ruiné mais instruite, partageait cette vision sombre. Elle rêvait d'un refuge où leurs futurs enfants grandiraient loin des villes, loin du tumulte et des tentations, dans une pureté que le reste du pays avait oubliée. Et ainsi ils choisirent une vallée cachée, protégée par une chaîne de collines infranchissables, où coulait une rivière claire et où le gibier abondait. Un lieu si isolé que rares étaient les chasseurs ou les trappeurs qui osaient pénétrer. Et dans cette solitude, ils bâtirent leur monde. Une maison de rondins, un potager, une bibliothèque transportée depuis la Nouvelle-Angleterre, des rêves de pureté gravés dans chaque pierre et chaque tronc. Et lorsque leur premier enfant, Benjamin, naquit en 1839, Ezra y vit le signe que leur exil avait un sens, car il pouvait désormais modeler une vie à partir d'une page blanche, sans influence étrangère. Et au fil des années naquirent deux filles, Martha en 1841 et Rebecca en 1844, et chaque naissance renforça la conviction d'Ezra que sa lignée devait rester intacte, préservée de ce qu'il appelait les miasmes de la civilisation. Si bien que lorsqu'un marchand ou un chasseur passait par hasard dans la vallée, Ezra les recevait avec politesse glaciale, mais les pressait de repartir aussitôt, comme si un simple échange de mots pouvait contaminer son paradis. Et ce repli ne fit que s'accroître après 1847, lorsque Ezra effectua sa dernière visite en ville, dans une bourgade forestière nommée Newcombe. Là, le commerçant qui le servit raconta plus tard avoir vu un homme métamorphosé, émacié, les yeux brûlant d'un fanatisme inquiétant, parlant d'une grande œuvre de purification et achetant des fournitures étranges, sel en grande quantité, instruments tranchants, manuels d'anatomie et textes médicaux sur la chirurgie, des achats qui ne ressemblaient ni aux besoins d'un fermier, ni à ceux d'un chasseur. Et après ce jour, plus personne ne revit Ezra ni sa famille dans les contrées habitées, comme s'ils avaient décidé de couper définitivement le fil qui les reliait encore au reste de l'humanité. Et dans leur allée close, un nouvel ordre prit forme, car Ezra, obsédé par l'idée que les mots corrompent la pensée, commença à inventer une langue nouvelle, bannissant les termes liés à la propriété, au commerce, à la religion traditionnelle, et les remplaçant par des sons qu'il prétendait plus purs, plus proches de la vérité naturelle. Et chaque matin, il instruisait ses enfants selon ce système, mélange de philosophie, de morale réinventée et de codes que nul autre ne pouvait comprendre. Et Sarah, d'abord hésitante, finit par l'assister, participant au rituel d'éducation et transformant la cabane en école secrète d'une idéologie dont eux seuls connaissaient les règles. Et les enfants, trop jeunes pour comparer avec d'autres mondes, grandissaient comme des cobayes, apprenant à penser avec des mots qui n'existaient pas ailleurs, à voir la faim non comme une souffrance mais comme une purification, la douleur non comme une injustice mais comme un passage vers une vérité supérieure. Et plus les années passaient, plus la famille s'enfonçait dans un isolement mental qui allait bien au-delà de la simple distance géographique. Et dans ses carnets, retrouvés plus tard, Ezra décrivait ce processus avec une froideur clinique, notant les progrès de Benjamin, sa capacité à comprendre des concepts abstraits intraduisibles en anglais, son obéissance grandissante, sa résistance à la fatigue, à la faim, à la peur, comme si l'enfant n'était plus son fils, mais une expérience, un matériau sur lequel il sculptait un être nouveau. Et dans ces pages tremblantes d'encre noire, il parlait de l'effacement, un état où les anciens réflexes humains disparaissaient pour laisser place à la logique de sa langue inventée. Et il affirmait que ses enfants devaient devenir les pionniers d'une humanité transfigurée, des êtres capables de traverser la souffrance et d'abolir les barrières morales. Et les journaux laissent entrevoir déjà à cette époque l'ombre de pratiques interdites, car Ezra se félicitait que Martha et Rebecca s'habituent à des régimes alimentaires étranges, que Benjamin ne manifeste aucun dégoût devant des dissections improvisées, que Sarah elle-même consente à des rituels nocturnes où le silence et l'obscurité servaient d'outils de transformation. Et ainsi, loin des regards, une famille autrefois ordinaire se métamorphosait peu à peu en cellule d'expérimentation humaine, convaincue que le langage était la clé pour abolir la morale, et que par ce langage nouveau, il leur serait permis de franchir la frontière invisible qui séparait l'homme civilisé de ce que Ezra appelait le prédateur parfait.
Au fur et à mesure que l'isolement de la famille Harwick se prolongeait, le centre de gravité de leur existence glissa inexorablement vers l'invention d'un langage qui ne ressemblait à rien de connu, car Ezra, obsédé par l'idée que les mots façonnaient la pensée, avait entrepris de détruire toute trace de la langue anglaise dans l'esprit de ses enfants, expliquant dans ses carnets qu'un mot comme péché, justice ou liberté n'était qu'une illusion imposée par la société, un poison transmis de génération en génération pour domestiquer les esprits, et que pour créer des êtres purs, il fallait effacer ces concepts et les remplacer par de nouveaux sons, de nouvelles combinaisons qui, selon lui, exprimaient la vérité brute de la nature. Et ainsi, chaque matin, il réunissait Benjamin, Martha et Rebecca autour du foyer et les obligeait à répéter des suites de syllabes gutturales, ponctuées de claquements de langue et de respirations contrôlées, jusqu'à ce que leurs voix résonnent à l'unisson dans la cabane comme un chant tribal. Ezra notait avec une satisfaction croissante que l'anglais disparaissait peu à peu de leurs lèvres, remplacé par ce système artificiel qu'il baptisa dans ses notes le parler pur. Et Sarah, qui d'abord doutait, se prit à croire que ces sons avaient une force mystérieuse, car elle observait ses enfants obéir sans hésitation lorsqu'un ordre était donné dans cette langue inventée, alors qu'ils pouvaient hésiter ou protester si le même ordre était formulé en anglais. Et Ezra affirmait que c'était la preuve que les mots sculptaient la pensée comme un ciseau sculpte la pierre, abolissant la notion même de refus, de rébellion, de choix. Et dans les pages retrouvées plus tard, il expliquait avec une froide rigueur que chaque racine du langage nouveau avait été créée pour effacer une part de l'humanité ordinaire. Il n'existait pas de mot pour désigner compassion, aucun terme pour honte, aucun pour propriété ou avenir. Mais à l'inverse, un vocabulaire d'une richesse inouïe décrivait les différents états de la chair, de la faim, de la peur, et surtout de ce qu'il appelait l'incorporation, mot qui, traduit approximativement, signifiait le passage de l'un dans l'autre par la consommation. Et pour les enfants, ces mots devinrent des évidences, car ils n'avaient rien d'autre pour penser. Et dans leur jeu, Benjamin et ses sœurs utilisaient des gestes et des sons codés qui semblaient étrangers même à leur mère, comme s'ils vivaient déjà dans un univers parallèle, détaché de tout ce qui faisait autrefois leur humanité. Et dans les longues nuits d'hiver, lorsqu'ils restaient enfermés dans la cabane, Ezra inventait des rituels, où chaque membre devait réciter des séquences entières du parler pur sans respirer, jusqu'à l'épuisement, puis se soumettre à des exercices de privation, rester des heures dans l'obscurité totale, jeûner, endurer la douleur d'un bras exposé au froid ou à la lame. Et il notait que la langue permettait d'accepter l'épreuve sans cris, sans larmes, car dans ce système, il n'y avait pas de mot pour souffrance, seulement des termes décrivant le passage ou l'ascension. Et Benjamin, le plus réceptif, devint le disciple favori de son père, capable de créer de nouveaux sons en accord avec la logique imposée, inventant même des signes gravés sur des morceaux de bois ou sur les parois de la cabane, des symboles géométriques qui correspondaient aux sons et que l'on retrouverait plus tard partout autour du foyer, sur les arbres, sur les eaux suspendues. Et plus le langage progressait, plus la frontière entre jeu, enseignement et rituel s'effaçait, car les enfants ne savaient plus distinguer ce qui relevait de l'apprentissage ou de la croyance. Et Sarah, entraînée dans cette spirale, finit par cesser de chanter les hymnes religieux qu'elle connaissait, remplacés par des récitations en parler pur, où le feu, la chair et la nuit étaient évoqués comme des forces sacrées. Et dans un passage effrayant de ses carnets, Ezra écrivait que la langue était désormais devenue leur monde, que ses enfants n'étaient plus prisonniers des illusions de la civilisation, mais réécrits, reconstruits de l'intérieur, et il évoquait une étape suivante, utiliser ce langage pour réinterpréter les gestes de la vie quotidienne, manger, dormir, chasser, non plus comme des besoins, mais comme des rituels codés, chacun chargé de sens dans le parler pur. Et c'est ainsi que la nourriture devint une cérémonie où chaque bouchée devait être précédée d'un mot guttural qui désignait la partie du corps consommée, où chaque regard échangé autour du feu était une invocation,
et où même le silence se chargea d'un poids écrasant, car il signifiait l'acceptation. Et lorsque les chasseurs de 1851 découvrirent plus tard Benjamin, ils comprirent en observant son flot ininterrompu de sons qu'il ne simulait pas, qu'il n'improvisait pas, mais qu'il parlait un langage complet, riche, doté de règles, et que derrière cette musique animale se cachait une logique implacable, celle d'un père qui avait voulu démontrer que les mots pouvaient effacer l'âme. Et dans les notes laissées dans la cabane, une phrase revenait comme un refrain sinistre: « Ce qui n'a pas de nom n'existe pas, ce que je nomme devient vrai. » Et par cette maxime, Ezra Harwick avait condamné ses enfants à vivre dans un monde où la compassion, la honte et l'interdit n'existaient pas littéralement, remplacés par des sons qui glorifiaient la faim, la chair et la soumission. Lorsque les trois chasseurs, guidés par l'odeur nauséabonde qui s'accrochait à leurs vêtements comme une malédiction, entreprirent de fouiller la cabane après avoir maîtrisé l'enfant, ils découvrirent peu à peu l'ampleur de ce qui s'y était tramé. Car derrière la fumée du foyer, sous les piles de peaux séchées, se cachaient des cahiers reliés de cuir, où Ezra Harwick avait consigné jour après jour ses réflexions, ses rituels et ce qu'il appelait son œuvre. Et les premières pages, écrites d'une main élégante, décrivaient encore la routine d'un colon installé dans un environnement hostile. Récolte, maladie, soins aux enfants. Mais plus on avançait, plus l'écriture devenait saccadée, les phrases plus courtes, jusqu'à se réduire à des aphorismes terrifiants tels que « la faim purifie »,« le sang instruit » ou encore « l'âme n'est qu'un mot que l'on peut effacer ». Et les marges étaient envahies de symboles identiques à ceux gravés sur les murs. Spirales, croix brisées, silhouettes humaines réduites à des traits schématiques. Et à côté des journaux, dans des boîtes grossières, les chasseurs découvrirent des instruments façonnés dans le métal et l'os. Scalpels, lames aiguisées, pinces rouillées, tous maculés de taches noires. Et sous les planches disjointes du sol, ils tombèrent sur un dépôt encore plus sinistre. Des dents humaines disposées en cercle, des phalanges enfilées comme des perles, des dessins anatomiques mêlant latin, anglais et symboles du parler pur. Et tout cela témoignait d'un usage réfléchi, méthodique, qui dépassait de loin l'idée d'un simple délire. Car Ezra, à travers ses écrits, s'appliquait à justifier chacun de ses actes comme une étape vers la perfection, affirmant que la consommation de chair humaine, loin d'être une aberration, constituait une révélation, un passage nécessaire pour transcender la condition ordinaire. Et il décrivait avec une froide précision comment Sarah avait d'abord résisté avant de céder. Comment Martha et Rebecca, trop jeunes pour comprendre, avaient été initiées à travers des jeux transformés en rituels, apprenant à distinguer les viandes longues des viandes courtes, termes qui revenaient souvent et qui, selon le sens reconstruit plus tard, signifiaient respectivement les victimes gardées vivantes pour une consommation progressive et celles destinées à être immédiatement sacrifiées. Et ces mots, gravés dans la langue inventée, ne laissaient aucune place à la pitié, car aucun terme ne permettait de dire crime ou horreur, seulement accomplissement et incorporation. Et les chasseurs, en découvrant ces journaux, comprirent que l'enfant qu'ils avaient trouvé au centre de cette pièce n'était pas seulement un survivant, mais l'héritier d'un programme, celui d'un père qui avait lentement convaincu sa famille que se nourrir de ses semblables n'était pas un acte de désespoir, mais une mission sacrée. Et autour du foyer, les os disposés en forme géométrique confirmèrent ces théories, car il ne s'agissait pas de restes jetés dans le désordre, mais d'une mise en scène précise, colonnes de fémur dressées comme des piliers, côtes alignées en chevrons, crânes partiellement sciés servant de récipients. Et certains portaient encore des marques nettes de découpe, identifiables immédiatement par le médecin Schuyler comme l'œuvre d'un scalpel et non d'un accident. Et plus l'exploration avançait, plus l'impression grandissait que cette cabane n'était pas seulement un abri, mais un temple, une salle d'opération et un lieu de culte où Ezra avait orchestré la lente déconstruction de son humanité et de celle de sa famille. Et l'enfant, chaque fois qu'il tentait de le sortir ou d'examiner les objets, réagissait par des hurlements en parler pur, répétant les mêmes séquences de sons, désignant tour à tour le sol, le plafond, les os, comme s'il voulait leur signifier que ces choses avaient un ordre, une logique qu'il violait en les déplaçant. Et l'un des chasseurs, Brennan, jura avoir compris, sans pouvoir expliquer comment, que l'enfant n'était pas seulement en train de crier, mais de réciter des règles, des interdits, des tabous liés à l'espace sacré, comme si la cabane elle-même était habitée d'une présence qui ne percevait pas.
Et dans la nuit qui suivit, alors qu'ils transportaient Benjamin hors de la vallée, les 3 hommes furent hantés par l'idée qu'ils avaient laissé derrière eux bien plus qu'une maison abandonnée, un système, une idéologie, une langue et des rituels destinés à se propager. Et lorsque plus tard les autorités découvrirent dans une cave à tentes les restes de plusieurs individus étrangers à la famille, voyageurs, commerçants, peut-être simples égarés, soigneusement découpés, classés et stockés, la certitude devint absolue. Les Harwick n'avaient pas seulement sombré dans la folie. Ils avaient transformé leur isolement en laboratoire, leur cabane en abattoir et leur langue en arme pour abolir la frontière entre l'humain et le prédateur. Et ce constat, effroyable, fit trembler jusqu'aux plus sceptiques, car il montrait que la monstruosité ne naît pas toujours de la famine ou du désespoir, mais peut être cultivée méthodiquement par un esprit assez déterminé pour remodeler la réalité à sa convenance. Lorsqu'on ramena Benjamin à North Creek, il fut d'abord confié au pasteur Samuel Hutton et à sa femme Elizabeth, qui avaient déjà recueilli plusieurs orphelins des bois. Mais aucun d'eux n'avait jamais affronté un cas semblable, car dès les premiers jours, il apparut que l'enfant ne comprenait pas les règles élémentaires de la vie en société. Il ne connaissait pas la notion de propriété, refusait de dormir seul, se montrait indifférent aux punitions, mais obsédé par des rituels de son cru, répétant inlassablement les mêmes suites de sons, dessinant sur le sol avec de la cendre ou du charbon les symboles qu'il avait appris dans la cabane. Et lorsqu'on lui proposait de la nourriture, il la sentait longuement, la catégorisait dans sa langue avant de la consommer, comme s'il suivait un protocole invisible et, peu à peu, grâce à la patience d'Elizabeth et au travail du professeur Marcus Delacroix, linguiste venu de Columbia College, on comprit que ce parler n'était pas un jargon d'enfant, ni une langue dégradée, mais un système complet avec grammaire, vocabulaire et règles strictes, et que, pire encore, ce système avait été conçu pour façonner l'esprit de celui qui le parlait, car Benjamin ne possédait pas de mots pour dire justice, innocence ou compassion, mais disposait d'une terminologie extraordinairement riche pour désigner les étapes de la décomposition, les saveurs de la chair, les degrés de la peur et surtout les catégories de victimes qu'il appelait selon ses propres sons les chairs rapides et les chairs lentes. Et lorsque le professeur tenta de lui faire raconter ce qui était arrivé à ses sœurs, le garçon utilisait un mélange de gestes, de symboles et de sons, qui, traduits approximativement, laissait entendre que Martha et Rebecca n'étaient pas mortes accidentellement, mais avaient été intégrées, terme qui dans sa langue signifiait à la fois consommation et transformation. Et plus on l'écoutait, plus l'horreur grandissait, car Benjamin ne montrait aucune émotion négative en évoquant ces faits. Il parlait comme un médecin décrivant une opération réussie, incapable d'imaginer que l'on puisse voir là un crime. Et ces récits laissaient deviner qu'il avait lui-même participé, non pas comme victime, mais comme acteur de ce processus, encouragé et guidé par ses parents. Et chaque fois qu'on l'interrompait pour lui dire que ses actes étaient mauvais, il fronçait le sourcil, répétait des sons équivalents à nécessaire, sacré, pur, et il devenait agité, comme si l'incompréhension des adultes menaçait sa vision du monde. Et plus les semaines passaient, plus le professeur Delacroix confirmait que ce langage était une prison mentale, conçue pour rendre impensable toute contestation, car il n'existait pas de mot pour non, au sens de refus moral, seulement des termes relatifs à l'inefficacité ou à l'erreur technique. Et lorsqu'on tentait de lui apprendre de nouveaux mots en anglais, Benjamin résistait, les tordait pour les adapter à sa propre grammaire, comme si sa pensée rejetait spontanément les concepts étrangers. Et certains soirs, Elisabeth surprenait l'enfant en train d'enseigner à d'autres orphelins des séquences de sons, des chants gutturaux, qu'il présentait comme des jeux. Et cela glaçait la maisonnée, car on comprenait que sa mission, consciemment ou non, était de transmettre le système paternel. Et un soir de novembre, lors d'une séance supervisée, Benjamin révéla un détail qui bouleversa toute l'enquête. Son père Ezra n'était pas mort de maladie ou d'un accident. Il avait lui-même orchestré sa propre intégration, se laissant volontairement consommer par sa famille comme dernier acte de purification. Et Benjamin l'expliquait sans trembler, sans larmes, comme une victoire spirituelle. Et lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait ressenti, il répondit dans son langage par une phrase que le professeur traduisit approximativement par « Je suis devenu lui et il est devenu moi ». Et cette révélation confirma ce que les journaux laissaient deviner. Ezra avait programmé son fils pour devenir l'héritier unique de cette doctrine, formé à séduire, tromper, capturer, puis transformer d'autres humains. Et lorsque plus tard, dans les cahiers retrouvés dans une cave, on découvrit des listes de voyageurs disparus, des croquis d'itinéraires et des notes précises sur la saveur et la valeur de certaines proies,
il devint clair que la famille n'avait pas seulement pratiqué l'incorporation entre eux, mais avait attiré, trompé et dévoré des étrangers, transformant leur vallée en abattoir secret. Et Benjamin, dans ses récits de plus en plus détaillés, confirma que certains de ces voyageurs avaient d'abord résisté, mais qu'au fil des rituels et de l'apprentissage du parler pur, ils avaient fini par collaborer à leur propre destruction, acceptant de prononcer les mots qui effaçaient toute notion d'interdit, et ce fut là la révélation la plus terrifiante. Ce langage n'était pas seulement un code familial, mais un outil de contamination capable de remodeler n'importe quel esprit. Et ceux qui vivaient auprès de Benjamin, même en le surveillant, avouaient parfois qu'ils entendaient ces sons en rêve, qu'ils avaient du mal à ne pas les répéter mentalement, comme si la logique du parler pur s'insinuait par l'oreille pour réécrire la pensée. Et cette constatation fit comprendre aux autorités qu'ils n'avaient pas recueilli un simple enfant traumatisé, mais le vecteur d'un savoir dangereux, l'héritier d'une œuvre monstrueuse, et que s'il venait à s'échapper, rien ne l'empêcherait de propager cette langue et avec elle la philosophie de prédation que son père avait érigée en religion. Le destin de Benjamin Hartwick, après son transfert à l'asile d'Utica, demeure l'un des secrets les plus lourds de l'histoire de l'État de New York, car les rapports de médecins et de fonctionnaires, bien que fragmentaires, révèlent un combat acharné entre l'effort de rééducation et la persistance de l'empreinte paternelle. Car malgré les tentatives des professeurs, des prêtres et des psychiatres pour lui inculquer un anglais standard et les valeurs élémentaires de la société, l'enfant continuait de revenir à son parler pur, comme si chaque mot étranger s'éteignait en lui dès qu'il s'éloignait de la surveillance. Et certains observateurs notèrent que ce n'était pas un simple caprice, mais un mécanisme plus profond. Dans son esprit, la langue artificielle représentait la vérité, et l'emblée n'était qu'un voile fragile qu'il pouvait porter par nécessité, mais qu'il rejetait dès que possible. Et les rapports médicaux décrivaient un adolescent maigre mais robuste, habité d'une intensité dérangeante, qui, même enfermé, parvenait à exercer une influence inquiétante sur d'autres pensionnaires, car plusieurs d'entre eux furent surpris à murmurer des sons gutturaux qui n'appartenaient à aucune langue connue, preuve que Benjamin, volontairement ou non, propageait toujours le virus mental conçu par son père. Et c'est peut-être pour cette raison que les autorités décidèrent en 1857 de classer définitivement son dossier et de le faire disparaître des registres. Car au lieu d'un compte-rendu officiel, on ne trouve plus que des annotations contradictoires. Certains documents affirment qu'il fut libéré sous une nouvelle identité et envoyé dans un autre État, d'autres qu'il s'évada durant un transfert, d'autres encore qu'il fut conduit dans une installation fédérale secrète où il aurait vécu sous observation permanente. Mais aucune version n'a jamais été confirmée, et ce silence alimenta les rumeurs, car dès les années 1860, on commença à rapporter dans des villages reculés des récits troublants, des enfants parlant entre eux dans une langue de son brisée, des voyageurs disparus dont les campements portaient des signes semblables à ceux de la vallée Hartwick, des journaux intimes retrouvés dans lesquels des phrases entières apparaissaient dans un idiome inconnu, et les enquêteurs qui comparèrent ces témoignages au parler pur décrivirent des correspondances frappantes, comme si l'œuvre d'Ezra avait survécu à travers son fils et s'était disséminée dans l'ombre. Et pour prévenir toute panique, l'État ordonna la destruction de la cabane originelle ainsi que le dynamitage de la cave souterraine où reposaient les restes de victimes, et les carnets furent placés sous scellés, accessibles uniquement à un cercle réduit de fonctionnaires et de chercheurs qui avaient juré le secret. Et pourtant certains fragments filtrèrent, copiés à la main par des gardiens ou transmis par des médecins fascinés par la logique du système. Et ces fragments démontraient que le parler pur n'était pas une langue, c'était une structure de pensée conçue pour abolir la notion de limite morale, pour effacer le mot interdit et lui substituer des équivalents de nécessité et d'efficacité. Et ceux qui l'étudiaient affirmaient que le danger n'était pas seulement que Benjamin tue ou dévore, mais qu'il enseigne, car quiconque acceptait d'apprendre quelques mots finissait par adopter, sans s'en rendre compte, la vision du monde qui les accompagnait. Et il suffisait de répéter certains sons pour perdre le réflexe naturel de révolte, pour voir la souffrance non comme une injustice, mais comme une étape, et la chair humaine non comme une abomination, mais comme un don. Et c'est pourquoi les dernières notes du professeur Delacroix, avant que son rapport ne soit classé à jamais, contiennent cet avertissement glaçant. Si cette langue venait à se répandre, elle serait plus destructive qu'une épidémie, car elle ne tuerait pas les corps, mais ce qui fait de nous des hommes.
Et depuis lors, l'histoire officielle ne mentionne plus jamais Benjamin Hartwig, comme si son nom avait été effacé. Mais dans les archives poussiéreuses, dans les lettres privées des familles impliquées, dans les rumeurs transmises au coin du feu, son ombre persiste. Et certains affirment que de nos jours encore, dans les Adirondacks, on peut entendre la nuit des chants étranges, faits de claquements de langue et de respirations sifflantes, comme l'écho d'un culte n'est jamais tout à fait disparu. Et la question demeure lancinante. Benjamin a-t-il survécu pour accomplir la mission de son père? A-t-il trouvé d'autres adeptes, d'autres victimes prêtes à se laisser séduire par le pouvoir d'une langue qui supprime la peur et la honte? Ou bien n'est-il qu'un fantôme littéraire, une légende inventée pour nous rappeler à quel point notre humanité repose sur des fils fragiles, et qu'il suffirait de les couper pour libérer la bête tapie en chacun de nous? Et si cette pensée glace le sang, c'est qu'au fond, nous savons que la véritable horreur ne réside pas dans les monstres surnaturels, mais dans ce que des hommes ordinaires peuvent devenir lorsqu'on leur vole leurs mots, et qu'on les enferme dans un langage qui rend l'impensable inévitable. Et c'est peut-être là, plus que dans les eaux retrouvées ou les journaux interdits, la leçon la plus sombre de l'affaire Hartwig, une démonstration que l'esprit humain peut être reprogrammé, et que le mal le plus durable n'est pas celui qui se cache dans les bois, mais celui qui se glisse dans nos phrases, nos rêves et nos silences.